Alors, Monsieur Hannot, mon général, merci beaucoup d'avoir accepté de vous livrer à cet entretien à l'occasion de la sortie du film Notre-Dame brûle pour le magazine Allo 18. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous venez tous les deux de mondes très différents. Le monde militaire, pour vous, mon général, le monde du cinéma, pour vous, Monsieur Hannot. Et vous avez tous les deux atteint le sommet de votre art. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots, qu'est-ce qui vous a inspiré pour avoir un tel parcours et comment on en arrive là? Monsieur Hannot. Bon, écoutez, moi, comme tous les petits-enfants, quand j'étais gamin, je rêvais soit d'être pompier, soit d'être conducteur de locomotive à vapeur. Parce qu'il y avait encore des locomotives à vapeur, j'adorais ces objets. Mais comme mes parents, mon père était dans les chemins de fer, on lisait une revue qui s'appelait La Vie du Rail. Et dans cette Vie du Rail, il y avait un excellent critique qui parlait des films. Et mes parents, qui souhaitaient que j'aie une bonne éducation, ne m'emmenaient voir que des films critiqués par ce monsieur qui s'appelait Charançol. Et donc, grâce au chemin de fer, j'ai dévié vers le cinéma et à 7 ans, j'ai eu l'envie, j'ai dit ça à ma maman, qui était affolée parce que j'étais bon élève et elle se disait « mais mon fils veut être clown, saltimbanque, qu'est-ce que c'est que ça, cinéaste ?» Mais en tout cas, j'ai été aidé à continuer mon désir. On m'a offert mon premier appareil photo à 7 ans. La première photo que j'ai prise, c'est à Notre-Dame, une des chimères. Et ensuite, j'ai fait très rapidement, comme je voulais faire ça très fort, j'ai eu une caméra à 11 ans. Je pensais qu'à mes petits films pendant ma scolarité, j'étais bon élève. J'ai fait les 2 écoles de cinéma. Je ne connaissais absolument personne dans le milieu. Et j'ai commencé mon métier professionnellement à 19 ans et demi, où j'ai reçu mon premier chèque de metteur en scène. Et je n'ai pas arrêté. En général, comment on devient général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris? J'entendais M. Hannot qui disait qu'il rêvait d'être dans les chemins de fer ou pompier. Et alors, écoutez, moi, très clairement, je ne rêvais pas d'être pompier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis fils de pompier. Et j'ai vécu en caserne. Et quand je voyais mon père revenir d'intervention, ou parfois dans des situations difficiles et compliquées, quand je voyais les entraînements dans la caserne, qui étaient toujours très difficiles, enfin, j'avais l'impression que c'était des choses extrêmement compliquées, je m'étais dit, ça, c'est bon, je sais ce que je ne ferai pas. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis, vous voyez, je vais vous dire une chose, avant de rentrer dans l'armée, j'ai travaillé 1 an en banque. Donc j'étais parti sur carrément autre chose. Et puis, au bout du bout, je crois que quelque part, vous avez raison, le parcours familial, il y a un fort atavisme, il y a une forte imprégnation, ça vous rattrape, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, après, je pense que assez rapidement, j'ai compris que j'avais une fibre humaine. Alors on est tous humains, mais j'avais une fibre humaine et j'avais envie de travailler au service des autres. Et pour cela, finalement, en regardant un petit peu plus ce qui était le parcours familial, qu'est-ce qu'avait fait mon père, je me suis dit, finalement, c'est un bon équilibre. J'aimais bien quand même l'armée. Voilà, je ne vais pas vous mentir, j'ai aussi un passé d'enfant de troupe. Alors, j'aimais bien l'armée. Et du coup, l'armée, fibre humaine, c'était presque une évidence de rentrer dans l'armée pour ensuite rejoindre les pompiers de Paris. Après, vous savez, c'est une addition de circonstances. On ne rentre pas à la brigade, on ne rentre pas dans l'armée de terre pour dire « je finirai général ». Ça, je ne pense pas. En tout cas, pour moi, le plus beau grade, c'était le grade de lieutenant. Parce que là aussi, bercé par Schoenderfer, bercé par un petit peu cette histoire cinématographique, hein, du soldat seul avec ses hommes dans des combats difficiles, dans des combats perdus, mais en même temps qui rehaussent toute la richesse et le parcours humain de ce groupe d'hommes. Pour moi, le plus beau grade, c'était lieutenant. Alors, une fois que j'étais lieutenant dans l'armée, pour moi, ça y est, c'était fini. J'avais réussi, donc il n'y a vu qu'à se laisser porter. Bon, écoutez, la vie m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie tous ceux que j'ai croisés sur mon parcours, parce que, bien évidemment, vous savez, on ne se fait jamais seul. Alors, j'en profite pour rebondir. En général, vous avez parlé de fibre humaine. Je pense que c'est important dans le cinéma aussi. Alors, je voudrais vous demander quelles sont les principales qualités à développer, selon vous, pour être un bon réalisateur ou un bon chef militaire? En fait, le travail du metteur en scène, c'est de savoir raconter des histoires en images et en son. Je ne dis pas forcément en dialogue, parce que ça, c'est plus de la radio filmée, qu'on appelle aussi télévision. Le cinéma, il faut acquérir une imagination qui vous permet de voir le film dans la tête d'abord, de pouvoir écrire ce que vous voyez dans la tête, et ensuite mettre en pratique
les éléments nécessaires pour fabriquer ces images. C'est-à-dire que dans un certain style de film, il y a bien sûr d'autres films qui se font en totale improvisation, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Le mien, c'est plutôt de préparer longuement, de m'entourer de collaborateurs, et là, je sais l'importance vitale d'avoir autour de moi des gens de très grand talent, et des gens de talent au meilleur de leur forme. Ce n'est pas la peine de prendre des stars si les stars ne sont pas excités de faire un projet. Alors il y a un travail de motivation, parce que si vous voulez, le transfert entre ce que j'ai vu, ce que je désire, et ce qui va être, il faut que je réduise l'écart, donc que je sois au plus près à l'arrivée de ce que j'ai souhaité. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles j'ai adoré votre monde, celui des pompiers, c'est que je retrouve cette nécessaire harmonie. On travaille les uns pour les autres. Et moi, je ne suis rien sans mon équipe. Je ne peux pas faire mon film. Et je ne suis rien sans leur formidable participation. Et je peux vous dire une chose, c'est que je sais un peu au fond de mon cœur si le film sera bien ou pas au bout de 4-5 jours, selon le mood de mon équipe. Quand je vois une équipe enthousiaste qui travaille de manière fluide, personne ne s'engueule, tout le monde travaille dans le but de faire le meilleur film possible, eh ben je sais qu'il y a des chances que ce soit bien. Et j'ai senti ça sur celui-là, sur ce film. Donc si vous voulez, je crois que j'ai beaucoup aimé ce travail en collaboration très étroite, et je vous en remercie, mon général, ainsi que je remercie tous les gens de la brigade qui ont été tellement ouverts, sympathiques, qui m'ont dit des choses incroyables d'humilité, de générosité. Moi, ça m'a incroyablement touché. Et c'est vrai que, bon, il y a des métiers auxquels je pense souvent qui sont semblables aux miens. Chef d'orchestre, évidemment, vous choisissez les musiciens, vous les entraînez, etc. Architecte aussi, parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire un... Et heureusement, nous, nos films, quand ils sont mauvais, ils passent à la trappe assez rapidement, tandis que les bâtiments, on les apprend. Enfin, si vous voulez, voilà. Et donc, ce qu'il y a de très commun, et que j'ai vraiment compris là, dans votre métier, c'est le respect de votre troupe, de ceux qui vous entourent. Et moi, encore une fois, je ne peux rien faire si je n'ai pas un grand chef opérateur, un grand chef décorateur, un grand premier assistant, qui est le colonel qui va répartir les tâches, et qu'il y a la fluidité de l'amitié entre chaque membre de l'équipe. Donc ça m'impressionne beaucoup quand je vois pour la vente de chez vous, une équipe de cinéma, nous, évidemment, on a des cheveux longs, on marche comme ça, on râle tout le temps, en général, mais pas certaines fois, quand on râle pas, c'est magnifique. Donc, j'ai trouvé beaucoup de similarités. Oui, finalement, mon général, commander la brigade, c'est un petit peu la même chose, c'est ça? Alors, Cyrano a bien décrit cette relation humaine. Moi, je vais vous dire une chose très simple. Dans la posture qui est la mienne aujourd'hui, je vais vous citer un grand poète et écrivain qui dit « Un chef est un homme qui a besoin des autres ». Et très clairement, ce qui, dans le métier qui est le nôtre, ce qui me porte aujourd'hui, c'est que je suis entouré de gens de conviction et pas de gens d'obligation. Et ça fait une grande différence. Parce que déjà, pour mettre en mouvement l'équipe, c'est beaucoup plus simple. Parce que les gens sont venus d'eux-mêmes. Donc vous avez forcé personne, les gens sont venus d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que lorsque vous venez de vous-même, c'est que vous apportez une part de vous-même. Et vous êtes prêt à la mettre à la disposition du groupe, de la petite équipe. Et ça, cette relation permanente, je la trouve extrêmement riche. Ensuite, dans le métier qui est le nôtre, il y a une dimension qui est essentielle, et je sais que je le redis souvent, ou en tout cas à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec mes hommes et femmes qui sont avec moi, cette notion de confiance. Et cette confiance, je veux dire, vous la faites pas bouger tout seul dans votre coin, vous avez besoin d'un groupe, vous avez besoin de la faire partager. Et dès l'instant où vous faites partager cette confiance, vous allez vous apercevoir que celles et ceux qui sont placés sous vos ordres ou qui travaillent avec vous vont le faire naturellement. Alors moi, je ne suis pas au PSG, je suis à la Brigade Savant de Paris, donc ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc j'ai l'équipe du moment, et avec l'équipe du moment, je dois aboutir. Et à partir de là, chaque être humain a du bien, chaque être humain a une vraie valeur, a un talent. Et je crois que le système qui est le nôtre, l'exposition à la dureté de la vie, à la réalité, fait qu'on arrive à faire un peu exhausteur de goût et faire ressortir le talent des uns et des autres. Le talent mis dans un environnement de confiance,
avec un fond de conviction, où tout le monde est là parce qu'on est tous tendus en pointe vers le même objectif, finalement, c'est un chef d'orchestre. C'est assez simple, entre guillemets. On a absolument besoin du talent de chacun. Moi, je le répète très fortement. Et puis en plus de ça, je veux dire que la joie de ma vie, moi, qu'est-ce que c'est ma vie? Je fais des castings, je fais des repérages. Ma vie, c'est le milieu du cinéma. Rendre mon équipe heureuse et fière. Mais quel bonheur! Comme vous, quand vous avez réussi une opération. Mais tout le monde se sent grandi. Et moi, mais c'est mes amis, c'est ma famille. Donc j'ai besoin de les rendre heureux. Parce que je sais que ces vibrations positives vont être à l'écran, au bout du compte. Et comme vous savez que ça va contribuer à la réussite de votre mission. Donc, je sais que d'ailleurs, plus ça va, plus j'ai été sensible à ça. Mais dès mes premiers bégaiements de petit metteur en scène de films publicitaires, je savais déjà ça. J'avais compris qu'il fallait que je m'entoure des meilleurs et que je sache les convaincre, que je sache les apprécier et que je les remercie tous les jours de ce qu'ils faisaient de bien. Bon, j'essaye de continuer à être tombé. Je ne me force pas, je dois vous dire. Alors, vous nous avez expliqué, Monsieur Hano, que vous consacriez énormément de temps à la préparation, à la phase préparatoire de tous vos projets. Et donc, je voudrais vous interroger un petit peu sur quelle est la marge d'improvisation, finalement, entre ce travail préparatoire, la planification, comme on dit chez les militaires, et la conduite de l'opération, la conduite du projet cinématographique. Là-dessus, j'ai une vision assez claire. Plus je sais précisément ce que je veux, plus j'ai travaillé sur le scénario, parce que c'est là que tout commence. Quelle histoire on raconte? Du point de vue de qui? Quels sont les grands points d'émotion? Pourquoi on raconte cette histoire? Et donc, plus vous avez tripatouillé, j'ai envie de dire, le scénario dans votre tête et que ensuite vous avez écrit plusieurs versions, en voyant les images et en notant quelles images vous voulez au service de cette histoire, c'est ça, si vous voulez, qui va me permettre de diffuser ce que je veux. Alors, votre question, et j'y pense souvent dans votre métier, est un peu la même chose. Un feu, c'est un feu, ou la opération de secours, sauf qu'ils sont tous différents. Moi, je suis obligé, dans la rigidité que je propose, parce qu'il faut un plan. Il faut que des fois, je dessine certaines scènes, je les fais dessiner, de façon à ce qu'on sache ce que je veux. Mais si le jour où j'arrive, j'ai prévu d'abord, il faisait un soleil rayonnant, il pleut. Alors en fait, qu'est-ce que c'est la scène? Est-ce que la pluie va changer la scène? Il y a un bon exemple qui n'est pas de moi, qui est de Claude Lelouch. Quand il a fait Un homme et une femme, on lui avait prêté une caméra pendant un week-end qu'il espérait de très grand beau temps. Il a plu tout le temps, il a fait une scène formidable derrière les essuie-glaces. Ploum, clac, ploum, clac. Mais c'est la même scène d'amour. Si vous voulez, ce qui est important, c'est l'amour. Donc lui, au lieu de jouer le contre-jour avec un beau soleil, un reflet sur la mer, eh ben, il a trouvé une poésie parce qu'il savait ce qu'il avait à raconter. Et donc, moi, je suis tout à fait capable de bouleverser le planning en fonction de la réalité. Mais même un acteur qui, ce jour-là, ne se sent pas en forme, je ne vais pas le traiter de la même manière. Mais je sais ce que je veux de lui. Si je veux sentir qu'il a une douleur, ce n'est pas forcément en filmant ses yeux baignés de larmes. Je peux très bien l'avoir de 3/4 d'eau et sentir qu'il a un regard, qu'il est fixe et ne pas le voir parce que ce jour-là, je ne sais pas, il a un bouton, un truc sur la figure. Mais moi, j'ai besoin absolument de me dire ceci. Si ce jour-là, je ne sais pas, je me suis cassé la figure, je suis à l'hôpital, le film sera le même parce que j'ai tellement expliqué avant à tout le monde ce dont j'avais besoin que moi, le jour du tournage, on parlait d'un chef d'orchestre, j'ai fait répéter mon orchestre. Il y a la partition qui est écrite. J'ai donné les nuances au premier violon et au premier corps. Je sais ce que je leur demande. Eh bien, ce jour-là, je ne suis pas là, ça va être pareil. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la préparation, pour moi, elle est absolument vitale. Et j'ai eu du mal au début de carrière d'expliquer que moi, il me fallait 6 mois de préparation avec des repérages très compliqués.
j'ai eu du mal, même aux États-Unis, j'ai eu du mal à expliquer ça, parce que en préparation, généralement, 6 semaines au mieux, des fois 1 mois et demi. Ça va être la même chose d'ailleurs. Mais donc, moi, c'est carrément 6 mois. Et vous voyez, avant de me lancer là-dedans, ma première réaction, c'était de vous rencontrer. Et de savoir, de comprendre comment ça fonctionnait. Parce que du coup, au lieu d'écrire n'importe quoi, j'écris quand même un peu plus proche de ce que j'ai appris. Puis après, il faut que je vois les lieux, il faut que je choisisse, etc. On n'en finit pas. Chaque film, c'est 2 ans et demi de ma vie, et la fabrication ne me prend qu'1 an. En général, à la brigade, on a beaucoup de plans aussi. Et oui. On dit souvent que le premier mort au combat, c'est le plan. C'est le plan. On ne sait jamais à quoi on va être confronté. Comment on s'adapte? J'écoutais avec grand intérêt ce que vous étiez en train de dire, M. Hano, et je vais résumer par une chose et qui vraiment, je pense, fait se rejoindre nos 2 milieux. Pas d'improvisation. Oui. Voilà. Pas d'improvisation. On ne peut pas qualifier la qualité de quelque chose parce qu'on a fait une super improvisation. Non. Le tournage d'un film, la mise en œuvre, mettre autant d'acteurs, autant de talents autour d'un projet commun, ça ne s'improvise pas. Et bien dans le métier qui est le nôtre, on se prépare à exposer nos gens à des sinistres de grande intensité, à des interventions particulièrement techniques et exposées. Et là aussi, ça ne s'improvise pas. On peut avoir de la créativité, on peut avoir de l'initiative, mais on n'improvise rien. Ça passe. Et je pense que c'est les mêmes ferments qui nous caractérisent. Une grande préparation. Et nous, c'est tous les jours la préparation opérationnelle. Une grande préparation. Ensuite, et on revient sur peut-être la question précédente, mais c'est la qualité intrinsèque des gens. Je veux dire, tout le monde porte en soi une vraie qualité. Et quand on choisit son équipe, quand on décide de rentrer sur vos tournages et de faire partie de votre équipe, et vous l'avez très bien décrit, nous avons des champs de qualité. Quand on décide de rentrer à la brigade de Saint-Henri de Paris, déjà, on fait ce premier pas, c'est une qualité. Voilà. Et puis enfin, dernier point, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même un petit soupçon d'autorité, de direction. Voilà. Et ça, je pense que vous le portez pour vos films, comme vous dites. Et je pense que dans notre maison, c'est nos chefs aussi qui le portent. C'est le chef de centre, c'est le commandant des opérations de secours ce jour-là, c'est le commandant d'unité, le chef de corps, le général peut-être, ou ses adjoints. Parce qu'il faut aussi ensuite donner une direction et expliquer clairement aux gens ce qu'on attend d'eux à ce moment-là. Si vous avez 2 ans devant vous, vous avez le temps de l'exposer tranquillement. Quand on a 10 minutes, 5 minutes, il faut trouver les bons mots, les bonnes attitudes. Mais en fait, c'est ça. Donc si je dois résumer vraiment cela, c'est chassons l'improvisation. Il ne faut pas croire qu'on construit son talent que sur l'improvisation. Je veux dire, des numéros de claquettes, ça va dans certaines parties du film, mais pas dans tout le film. Et alors, concrètement, quelle est la place en général pour la chance ou le destin dans tout ça? Est-ce que ça joue un rôle? J'allais dire, vous savez très bien. Alors, le destin, je pense qu'on a tous un destin écrit, c'est écrit partout. Donc ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça va devenir ésotérique. Mais la chance, oui. On peut la provoquer un peu, mais c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de choses qui sont difficilement explicables. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout rationaliser, on ne peut pas tout expliquer de manière extrêmement scientifique, surtout quand on exposait des événements, comme je dis, assez cataclysmiques, avec des échelles de temps très resserrées. Je veux dire, il y a une part de chance. Et cette chance, vous la provoquerez, et je reviens sur ce que vous avez déjà dit, on la provoquera si on se prépare bien. On la provoquera si les gens ont l'habitude de travailler ensemble, s'ils comprennent bien vers où on les amène, ce à quoi ils sont exposés, et s'il y a cette confiance collective, cette confiance réelle, cette considération réelle des uns envers les autres, où on se sent dépositaire à ce moment-là d'une mission, d'une action commune. Voilà. Et c'est ça, pour moi, la chance. Après, c'est des choses qui nous dépassent. De toute façon, comme pour ce feu, on arrive sur ce feu, déjà à la taille du monument, on est dépassé. Donc, après, on se dit, il y a une part de chance, et puis à partir de là, on va quand même faire ce qu'on a l'habitude de faire, essayer d'appliquer les schémas qu'on connaît avec les circonstances, parce que, je vous dis, on n'improvise pas, on a quand même aussi des règles qui sont propres à notre métier, et il faut savoir les faire ressortir à ce moment-là, et puis en avant. Monsieur Hano, la chance pour un réalisateur? On est dans un métier, c'est un peu comme un incendie. Ça peut partir dans tous les sens, ça peut exploser de partout. Donc, effectivement, ne serait-ce que gérer le climat, quand on a besoin d'un temps gris et qu'il y a un soleil ardent, ou le contraire, c'est compliqué. Moi, j'ai souvent réfléchi à ce problème parce que on m'a souvent dit que j'avais eu beaucoup de chance, ce qui est sans doute vrai aussi.
la première chance, c'est que je sors de nulle part, et que je suis dans un milieu de gens charmants qui habitaient une petite maison en banlieue. Mais je suis devenu très rapidement un metteur en scène de films publicitaires très en vue. Mon copain de l'époque, c'était Ridley Scott, tous les deux, on se partageait le marché. Ben oui, on est toujours copains maintenant, parce qu'on était à un très bon niveau. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 25 ans, je recevais 250 propositions par an. Et quand je me suis mis dans le long métrage, quand j'ai inventé mon premier film qui s'appelait La Victoire en chantant, le film a fait un échec monumental en France, mais j'ai eu l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Alors ça, évidemment, ça a changé un petit peu ma vie, parce que d'un seul coup, on est venu me chercher immédiatement, le lendemain. Et le surlendemain, j'avais 3 projets de grands films que j'ai refusé de faire, par prudence, parce qu'il ne faut pas se lancer n'importe comment. Enfin, si vous voulez, ça a fait que, depuis ce moment-là, la porte de tous les distributeurs et des grands studios américains se sont ouvertes. J'ai travaillé pendant 8 ans chez Columbia, à Los Angeles. Si vous voulez, oui, il y a une part de chance là, parce qu'il y avait d'autres films de très grande qualité qui étaient présentés. Et puis on a voté pour moi, pour ce film, qui n'a jamais d'ailleurs marché en France, parce que c'était un film qui dénigrait un tout petit peu la présence française en Afrique. J'ai une passion, moi, pour l'Afrique noire. Et c'était un film très sincère. Mais voilà, donc si vous voulez, oui, ça compte. Et puis quand on tourne et qu'il fait beau tous les jours et qu'il pleut juste le jour où on avait prévu, j'ai ça sur le nom de la rose. J'avais besoin de neige, je tournais à Rome en studio, j'avais fait construire tout le monastère et on n'avait pas assez d'argent pour mettre de la neige partout. Et bien, ce jour-là, exactement tel que le jour qui était prévu, il s'est mis à neiger à Rome. Il n'a pas neigé depuis. Alors, Monsieur Hanaud, en 1981, vous avez réalisé La Guerre du Feu. Ouais. Aujourd'hui, le feu est à nouveau au centre de votre film. Alors, je voudrais savoir quel rapport vous entretenez avec le feu et est-ce que pour vous, le feu est un objet cinématographique à part entière ? C'est un acteur fascinant et épouvantable. Et ça, vous le savez, c'est vrai que d'abord, le feu, il est double. Il est à la fois extraordinairement méchant, c'est le diable, mais en même temps, c'est le bonheur d'avoir chaud, c'est le bonheur de pouvoir cuire, c'est le bonheur de pouvoir échapper quand on vit dans une caverne, tous les intrus. Donc, si vous voulez, on a un rapport complètement double avec le feu. Et en plus de ça, moi, je peux vous dire que c'est un acteur formidable pour le cinéma, parce que c'est extrêmement visuel, c'est très très beau. Moi, je me souviens d'ailleurs, beaucoup des pompiers ici que j'ai interviewés me disaient, en s'excusant, ils me disaient, vous savez, c'était terrible ce feu, mais c'était, alors ils hésitaient, mais c'était beau et tragique comme un opéra. Et cette comparaison, oui, et c'est pour ça, si vous voulez, parfois je m'amuse à dire que je suis dans la configuration idéale pour Notre-Dame brûle. En termes de dramaturgie cinématographique, on a toujours besoin d'une star. Et ben là, j'ai une star internationale, c'est Notre-Dame. Et on a besoin d'un ennemi redoutable. C'est la théorie de Hitchcock, si vous voulez. Plus le méchant est méchant, plus le film est réussi. Ben là, le feu, je ne peux pas trouver plus méchant, vous voyez, plus violent, plus infernal. D'ailleurs, dans Infernal, il y a l'enfer. Et donc, si vous voulez, quand j'ai tourné le film, je ressentais ça. Je ressentais qu'il y avait le combat, j'ai presque envie de vous dire, entre le bien et le mal. Et que de voir surtout ces équipes jeunes, humbles, tellement dévouées à leur cause, se battre contre ce démon, il y a un autre niveau, et je pense que c'est pour ça que les gens sont très émus en sortant du film, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans le film, mais qui est montré et que l'on sent. C'est-à-dire que très souvent, votre combat, c'est un combat contre l'impossible. Et bien, très souvent, vous le gagnez. Alors, en général, vous, quel est votre rapport au feu ? Est-ce que le feu, c'est un ennemi plus difficile à appréhender pour un soldat ? Ouais, je vais répondre sur le temps de la plaisanterie, mais moi je valide ce que dit M. Hanaud. Non, c'est vrai, le feu, il repousse, mais en même temps, il rassure. Et dans le métier qui est le nôtre,
bien évidemment, sapeur-pompier, ça s'est construit autour de cette lutte contre l'enfer ou l'infernal, ce que vous disiez très bien. Et donc, pour nous, nos jeunes sapeurs-pompiers, quand ils nous rejoignent, pour nous, lorsqu'on est en position de responsabilité sur une intervention importante, c'est vrai que le feu, c'est captivant, mais en même temps, c'est, on va dire, un ennemi à notre taille. Voilà, si je devais dire ça, c'est un ennemi à notre taille. Aujourd'hui, bon, fort heureusement, parce qu'il faut quand même en voir du positif, c'est que 2 à 3% de nos interventions. Donc vous voyez bien quand même qu'on a réussi à mettre un certain nombre de choses et le comportement aussi global de la société fait qu'on s'éloigne un petit peu de cet ennemi. Pour autant, c'est celui qui nécessite le plus de moyens, c'est celui qui est le plus dangereux, qui met en danger le plus nos sapeurs-pompiers. Alors, c'est une vraie fascination. Oui, c'est une vraie fascination, mais pas une fascination malsaine. Voilà. Vous voyez, hein, on n'est pas à rechercher, on ne veut pas être ami avec le diable, hein, là-dessus c'est très clair. Donc si je devais le dire différemment, donc pas du tout aimer avec le diable, lutter, faire en sorte de limiter ses effets. Et c'est vrai que c'est aussi extrêmement motivant pour nos jeunes gens, parce que ils sont venus se confronter à ça, en fait. Ils sont venus se confronter à cette part qui est plus fort que l'humanité de tous les jours. Et donc, ils sont venus se confronter à ça. Voilà. Et donc, pour nous, un chef sur une opération, face à un feu, alors il n'y a pas d'intelligence. Le feu n'est pas intelligent. Enfin, en tout cas, on ne lui prête pas intelligence. Le feu est ravageur. Le feu profite, en revanche. Donc, ce n'est pas de l'intelligence, c'est juste de l'opportunité liée aux circonstances et aux dispositions, je dirais, constructives. Donc, il s'infiltre un peu comme l'eau dans tout ce qu'on lui laisse comme possibilité de mobilité. Et nous, derrière, ben voilà, il faut l'encager, il faut diminuer ses effets. Et je trouve que le feu, pour le métier qui est le nôtre, c'est ce qui nous permet de faire ressortir tous les talents dans le commandement, dans l'action, dans la mise en œuvre de différents moyens, dans le travail d'équipe. Voilà, vraiment. Et c'est pour ça que pour nous, bah, c'est très important. Et même si ça ne représente que 2-3%, si vous regardez dans les cours de caserne, ça représente la majorité de nos entraînements. Voilà. Donc moi, je pense que c'est quand même suffisamment révélateur pour le mettre quand même toujours en avant et bien expliquer que le métier de sapeur-pompier, c'est quand même avant tout un métier où on s'expose au risque ultime, un métier où on est confronté quand même à l'infernal, à l'enfer, par ce feu. Avec ce fameux syndrome des moustiques, je ne connaissais pas l'expression, mais vos gradés m'ont expliqué qu'il fallait calmer parfois les jeunes recrues qui étaient attirés comme des moustiques par la flamme et qui s'y brûlaient. Donc je regrette d'ailleurs de ne pas avoir mis cette expression dans le film, parce qu'il y a quelque chose de fascinant. Moi-même, j'ai ressenti ça. Je faisais approcher mes caméras encore plus près, et moi-même, physiquement, j'allais au feu aussi, jusqu'au moment où je sentais que bon, ça commençait à griller tout autour. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Hannot, le feu, finalement, est un acteur incroyable. Ah oui, oui. Il est beau. Il est beau, mais il est dangereux aussi. Et donc, quelle est la part de risque consentie sur un plateau de tournage ? Alors ça, vous me posez une question qui me préoccupe beaucoup quand je fais ce genre de film. Si vous voulez, on parlait du respect de tous ceux qui sont sur le plateau. Bien entendu que moi, je me sens le responsable principal du bien-être de tous ceux qui sont sur un plateau, y compris, parce que j'ai fait plusieurs films avec des héros animaux. Pour moi, c'est essentiel de préserver leur sécurité et j'ai envie de dire leur bonheur sur le plateau. Et que si je mets mon équipe ou des acteurs dans des situations où ils perdent confiance en moi, je suis perdu. J'ai donc besoin de garder ça, d'abord par respect et par devoir, mais aussi, j'ai envie de dire, par intérêt pour le film. Donc, quand je fais des scènes comme j'ai été amené à faire ici, où il y a 75 mètres cubes de matériaux enflammés, de poutres qui dégringolent au milieu d'un plateau, où il y a encore 30 ou 40 personnes avec des masques qui sont sur ce plateau, que le rayonnement monte à 700-800 degrés, et qu'il y a un risque d'asphyxie, d'une part, un risque de destruction du matériel, mais évidemment, moi, ma terreur, c'est qu'il y ait quelque chose qui se passe mal et qu'un de mes techniciens ou de mes acteurs soit blessé. Et là, c'est la fin. Si vous voulez, d'un seul coup, ça changerait tout. Donc, c'est les seuls moments où je suis inquiet sur un tournage.
ces moments-là. Les scènes d'amour aussi, parce que ça, je ne contrôle pas vraiment tout. Mais, donc, si vous voulez, le feu de l'amour est aussi difficile à contrôler que ces scènes-là. Vous savez, quand j'ai fait un film comme Stalingrad, par exemple, j'ai des charges, où j'avais 2000 figurants et une centaine d'explosions. Même si ces explosions, elles sont, entre guillemets, bidons, c'est quand même des vrais explosifs. C'est du liège, évidemment, ce n'est pas des cailloux. C'est du ciment, c'est pas du sable. Mais quand même, si quelqu'un tombe sur l'endroit où ces mines ont été placées, bah, il peut perdre les deux yeux. Donc moi, quand je donne le coup de sifflet pour lancer toute cette foule, je vous avoue que je suis évidemment inquiet. Mais justement, on répète beaucoup, on essaye de penser, bah, comme vous-même, on essaye de penser à qu'est-ce qui pourrait se passer mal. Si ça ne se décroche pas, si ça fait flamber le plafond, si le truc se détruit. Donc voilà. Mais là, on a eu un seul incident, et qui est que mon chef des effets spéciaux, car nous avons fait énormément de feux en réel. Et évidemment que, vous savez, aujourd'hui, j'entends beaucoup les gens me dire « Alors vous avez fait ça en effets spéciaux ». Mais qu'est-ce qu'ils croient ? Mais attendez, vous n'exercez pas vos pompiers, vous, avec des fonds bleus, en faisant semblant d'avoir du feu. Mais moi, j'ai besoin de mettre des acteurs au contact. Et là, le responsable des effets spéciaux avait préparé donc, ces énormes paniers dans le plus grand studio qu'on ait en France. Il a fait mettre le feu à tous ces éléments. Quand tout était préparé, que 17 caméras tournaient, eh bien, c'était son travail à lui de manier les poulies et les leviers qui allaient faire tout tomber. Il a vérifié que tout le monde ait bien ses masques, ses gants, etc. Sauf que lui, au moment de il avait oublié ses gants. Mais, en vrai homme de cinéma, il a préféré aller prendre le risque. Et le rayonnement lui a brûlé le dessus des mains. Mais si vous voulez, et là, c'est là où on reconnaît les gens de cinéma comme les vraies personnes qui sont chez vous. J'ai appris tout de suite que le rayonnement lui avait brûlé la peau. Je cours. Il y avait d'ailleurs un camion de pompiers qui était là pour le récupérer. Il me dit « Comment est la prise ?» Je lui dis « Comment vont tes mains ?» Il me dit « Non, mais attends, mes mains, on s'en fout. Ce qui va durer, c'est le film. » Je lui dis « Non, attends, je ne suis pas venu pour le... » Il me dit « Comment est la prise ?» Je lui dis « C'est génial. » Ah bon? Ah ben ça va alors. Oui, ça va se réparer, c'est pas grave. Mais c'est le seul incident qu'on ait eu. Voyez. Et c'est le chef. Et c'est le chef qui a tellement pensé à ses hommes qu'il a complètement oublié lui. Il a pensé à ses hommes et au film. Je l'adore. Alors, en général, le risque sur une intervention des pompiers. Alors, moi je vais dire une chose on vit dans un monde terriblement physique. En tout cas, là où on exerce notre talent, c'est dans un monde terriblement physique. Et l'avantage peut-être qu'on a par rapport à la population classique, enfin lambda, c'est qu'on sait que le risque zéro n'existe pas. Donc dès le départ, quand on rentre dans ce métier, c'est une des choses sur lesquelles on travaille. Donc ça, j'aurais tendance à dire qu'on a un niveau de vigilance qui est un peu supérieur à la moyenne. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne nous extrait pas d'exposition au risque. Et donc oui, bien évidemment, à chaque fois qu'on engage des équipes, que ce soit sur le feu, que ce soit aussi dans des interventions particulières à caractère humain, mais dans un environnement des fois un peu tendu, un peu complexe, oui, on a toujours peur de cette exposition au risque. Et même si on entraîne beaucoup nos gens, on a toujours peur de la mauvaise réaction, de la mauvaise interprétation du risque auquel on est confronté, parce que le risque aujourd'hui, il est, je vais dire, multiforme, il prend parfois des aspects auxquels on n'a pas forcément pensé, comme vous dites très justement, vous avez dit qu'on essayait d'étudier tous les aspects. Une fois de plus, je pense qu'on est vraiment dedans, on parle de cinéma, de métiers très, très concrets, mais on ne parle pas d'improvisation, voilà. Et c'est vraiment ça. Et donc, on a beau essayer d'envisager tout, je dirais, le champ des possibles, il y aura toujours quelque chose à travers lequel on n'aura pas forcément posé l'intérêt, posé la réflexion et auquel on exposera nos gens. Voilà. Après, cet abaissement de niveau de risque ou de prise de risque, c'est une chaîne humaine. C'est le chef qui décide d'exposer ses gens et à quel niveau il va les exposer. C'est le risque librement consenti, c'est-à-dire que dès l'instant où les gens savaient exactement ce à quoi ils vont être engagés, dans quoi ils vont être engagés, avec qui ils vont être engagés, pourquoi on les engage,
je peux vous garantir qu'à partir de là, vous avez une prise de responsabilité avec cette prise de risque aussi, qui est réfléchie, consentie et qui va se dérouler. Voilà. Mais très clairement, il n'existe aucune opération au risque zéro. Et je pense, c'est ce que vous révéliez très, très justement, comme quand vous commencez à mettre en œuvre une projection, un film, vous n'êtes pas sûr du succès, vous n'êtes pas sûr de la prise de risque à ce moment-là, est-ce qu'il y a une prise ou pas. Et donc voilà, on vit dans un monde, malheureusement, où le risque fait partie, comme les éléments qui nous entourent, font constitution, sont des éléments constitutifs de notre environnement classique et quotidien. Voilà. Donc oui, on s'entraîne, oui, on le connaît, on l'analyse, mais une fois qu'on a dit ça, notre métier est un métier de risque. Donc nécessairement, à chaque fois qu'on va franchir la voûte, à chaque fois qu'on franchira une sortie de remise, on part pour être exposé au risque. Voilà. Et donc il faut savoir vivre avec. C'est pas simple parce que ça appelle aussi, ça nécessite de la part de nos hommes et nos femmes beaucoup de prise, comment vous dire, de gérer leurs émotions, de gérer aussi, de savoir se gérer vis-à-vis de ce risque, parce que c'est pas le risque, il est souvent incarné, il est très incarné, et il commence à être incarné par la façon dont on interagit avec ce risque. L'humanité qui est en nous, et des fois on se comporte bien, des fois on se comporte mal. Voilà. Et ça, j'avoue qu'on est toujours un petit peu en limite, et on regarde toujours un peu comment les gens vont réagir, et fort heureusement, dans 99% des cas, ça se passe toujours très bien, mais il y a quand même une part d'imprévisible, qui ne nous met pas toujours à l'aise avec ça. Mais bon, écoutez, on travaille sur nos défauts, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas simple. Vous savez, je crois que je n'aurais pas fait le film si je n'avais pas senti l'affection que que les gradés avaient pour leurs hommes. Ça m'a énormément touché, ça. J'ai compris ce dilemme, évidemment, que je comprends aussi à travers ma propre expérience, mais disons que ce n'est pas la guerre de 14. On n'envoie pas les gens se faire massacrer, au contraire, on réfléchit et on en discute. Et ça, j'ai trouvé que cette humanité-là, dès les premières choses que j'ai pu lire sur cet événement, j'ai été très très touché par l'attitude du commandement. Et je me suis dit, bon, ça me plaît. C'est une générosité, une humanité qui est porteuse. Et encore une fois, vous savez, je suis même surpris de voir à quel point les gens sont émus par ce film. Et je crois que ça vient de ça. C'est que les sentiments sont beaux parce que les pompiers sont des gens qui ont une belle âme. Et ce dévouement-là, il est touchant. Et je n'ai pas besoin de le dire, les gens le ressentent. Ils ont du mal à m'expliquer pourquoi ils ont été comme ça, tellement touchés. Mais moi, je crois que c'est ça, c'est ces sentiments généreux, qui ne sont plus trop à la mode, mais dont tout le monde a besoin. Et donc, merci. C'est moi qui vous remercie, et merci de parler de nos hommes et nos femmes de cette manière-là. C'est vrai que, après, à travers vos paroles, ce que moi je vois ressortir, c'est un des trois, je dirais, on a 3 points cardinaux, on pense toujours à 4, mais on a 3 qui vraiment guident un petit peu l'action dans cette maison. Le premier, bien évidemment, c'est l'efficience. On essaye d'être toujours un bon rapport, je dirais, poids-puissance, faire en sorte de faire les choses de la meilleure façon. Ensuite, on a l'altruisme, on est versé vers l'autre, et on s'efface. En fait, on se met à la disposition de l'autre et on s'efface, et ça, c'est quand même une belle qualité. Et puis la dernière des qualités, finalement, c'est la discrétion. Et c'est ce que vous révélez, en disant, finalement, on passe, on ne se rend pas compte, et les gens n'ont pas le temps de mesurer tout cet engagement, cette générosité, cette disponibilité pour les autres. Ça passe chez nous par cette discrétion. Et cette discrétion, c'est aussi le respect de la souffrance, c'est le respect de la douleur, c'est le respect de l'autre. Donc, si on a le respect envers les autres, je pense que dans notre maison, dans notre chaîne de commandement, dans la façon d'interagir entre nous, je crois qu'il faut aussi ce respect entre nous. Autrement, ça ne marchera pas. Ça m'a énormément touché, surtout que, ayant passé beaucoup de temps à Hollywood, où les gens se glorifient de choses qu'ils n'ont pas faites, franchement, voir des gens qui tous les jours sauvent des vies et qui ont la modestie de ne rien dire, moi j'ai été bouleversé dans ces locaux quand j'ai interviewé les intervenants. Je les ai trouvés tous mais formidables, de générosité, de simplicité et d'humilité. Et je me disais, mais c'est pas incroyable, ces gens-là, ils font des trucs extraordinaires et ils ont la pudeur de ne pas en parler. Alors que, évidemment, le métier de la poudre aux yeux
de certains, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, c'est de raconter ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas vécu, de s'approprier des gloires qui ne sont pas les leurs. Donc c'était un bain de jouvence de se retrouver ici. Alors, Monsieur Hannot, vous incarnez quelque part l'excellence artistique. En général, vous incarnez la rigueur militaire. Et pour terminer cet entretien, je voudrais simplement vous demander finalement quelle est la part d'art dans la rigueur et quelle est la part de rigueur dans l'art. Vous savez, moi je pense que, j'ai toujours dit ça à tout le monde, je pense que tout le monde est chargé de talent. Donc le talent, il faut se dire que tout le monde en a. Il faut l'exploiter et ça c'est de la rigueur. C'est-à-dire que, vous savez, ces fameuses phrases 1% d'inspiration, 99% de transpiration. C'est que penser que parce qu'on a des émotions, parce qu'on a de vagues idées, on va être un grand artiste, non. Les grands artistes sont des gens qui travaillent énormément, qui font leurs couleurs eux-mêmes, qui passent un temps infini, ils refont leur tableau 20 fois, il y a des couches et des couches et des couches. Si vous voulez, c'est le travail, l'expérience, la préparation, tout ça vous permet de montrer, de faire, de fabriquer un grand compositeur, et généralement quelqu'un qui a appris la composition musicale, et qui après, effectivement, en se baladant le long d'une rivière, il y a une mélodie qui lui vient, il sent très très bien qu'il va falloir des trombones, qu'il va falloir un hautbois et puis 3 altos, parce qu'il connaît son métier, parce qu'il l'a fabriqué. Donc, si vous voulez, tout ce côté de travail, c'est de la rigueur. Les grands interprètes, ils passent des heures et des heures à jouer du piano ou du violon. On n'arrive pas sur une scène comme ça, mignon, et puis on dit coucou, et puis non. Et puis on émeut les foules, pas du tout. Donc, si vous voulez, il y a un côté militaire qu'on est obligé de s'imposer à soi-même. Il faut énormément travailler. Vous savez, moi, je n'ai pas pris de vacances. Depuis qu'on s'est vu la première fois, je n'ai pas pris une demi-journée de vacances. Pas du tout. Je suis accroché à mon truc parce que je dois vérifier tous les détails. Et c'est normal. Parce que si je laisse passer les choses, si je n'ai pas la rigueur de dire que je dois tout contrôler pour que nous travaillions ensemble, il faut que j'ai mon imprimatur. Et donc, voilà, ça, mais je me réveille le matin en sachant déjà ce qu'il faut que je fasse le soir. Ça dure jusqu'à 23h, 1h du matin, tous les jours de la vie. Oui, c'est intéressant. Alors, là, on est vraiment aux frontières entre ce que je vais appeler, enfin, ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. Alors, je vais parler de l'art et de la rigueur. Alors, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que en vous entendant, quand vous parlez d'art, vous avez raison, 1% et 99%. Alors, pour le métier qui est le nôtre, je vais vous dire très clairement, et si on doit retranscrire ce que nous vivons à travers une production, nous, on subit. Et ça, c'est cette temporalité qui est très différente. On ne crée rien, vous créez, vous êtes producteur, vous allez faire un film sur un événement qui s'est passé aujourd'hui ou il y a 50 ans, vous allez créer, vous allez générer cet art. Nous, dans le métier qui est le nôtre, alors on a peut-être l'art de se conduire sur intervention, mais on subit malheureusement, mais c'est comme ça, la majorité, voire même la quasi-exclusivité de nos interventions. Voilà. Mais subir, je dis ça avec un terme, c'est un terme qui n'est pas négatif quand je dis ça. C'est-à-dire qu'on est confronté à une réalité subite, et c'est comme ça. Et on ne la rejouera pas, et on ne le fera pas, et on n'aura pas de recul. Voilà. Donc ça, pour cette partie art, j'aurais tendance à dire que ça nous caractérise assez peu. Mais je comprends parfaitement, d'un autre côté, le retranscrit à travers cet art du producteur, du metteur en scène. Maintenant, pour la rigueur. La rigueur, voilà, c'est ça. La rigueur, c'est que comme nous, on est finalement assez peu artistique, et qu'on a un peu moins de temps, parce qu'on n'a pas cette faculté de rejeu. Quand vous faites un film, vous avez la possibilité de refaire les scènes, d'être très pointu, de comprendre tout de suite ce qui n'a pas été, ce qui va, ou ce qui va introduire de l'émotion, parce que quand on fait un film, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, oui, vous recherchez aussi l'émotion, il faut communiquer avec le spectateur. Bon, je vais vous dire très clairement, dans le métier qui est le mien, je vais offrir de la sensation forte, mais pas d'émotion. Enfin, je veux dire, on va enfin, d'une certaine manière. Au bout du compte, si. Au bout du compte, vous avez peut-être raison, voilà. Mais je veux dire, quand on part, on va être confronté à quelque chose de puissant, et
Et ça sera une sensation forte, oui, on va vous promettre du sang, des larmes et de la sueur, mais pas tellement autre chose. Donc il faut de la rigueur, voilà, pour vous dire, l'art, moins dans notre métier, après on est peut-être des artistes parce qu'on sait exactement mettre les actions les unes après les autres, s'engager très rapidement, pas besoin de grands débriefings parce qu'on s'est préparé en amont, et donc tout de suite les gens face à cette situation, dans le rôle qui est leur, la responsabilité qui est la leur, vont tout de suite trouver qu'est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre. Mais cette rigueur, elle est en revanche nécessaire, absolument nécessaire. Là aussi, une fois de plus, on ne doit pas d'un coup faire preuve d'une initiative débordante et d'une créativité à toute épreuve parce que on a quand même une longue expérience et on sait que pour revenir à bout de tel ou tel sinistre, à un moment donné, il faudra quand même développer une marge générale des opérations, il faudra appliquer des schémas que nous avons appris, bien évidemment avec cette faculté d'adaptation par rapport à l'événement qu'on vit au moment, mais on n'improvisera pas, voilà. Et c'est pour ça que je dis, la rigueur, elle est essentielle, mais c'est ce que aussi vous avez transcrit quand vous expliquez que vous mettez des gens ensemble et que vous avez au bout du compte une scène que vous avez envie de voir parfaite. Et donc je pense que là-dessus, il faut être très rigoureux, là-dessus on se rejoint. Je pense qu'on partage parfaitement cette vision et cette compréhension. Et pour l'art, moi je dirais que je pense que vous êtes plus artistique que nous, parce qu'en fait, on n'a pas ce recul sur les choses. Il y a cette notion de temporalité que je veux vraiment mettre dans le jeu, parce qu'en fait, on n'a pas le recul, on est face à une situation immédiate, et que donc on va se livrer au combat face à cette situation, sans possibilité de rejeu, avec des gestes rationnels, sans cette part, je dirais, de mise en scène qui peut apporter une réaction d'émotion de la part du public, d'amour, enfin, ou de réflexion et autres. Ça, je veux dire, au départ de l'action, c'est complètement étranger à nos premiers gestes. Et vous voyez, je suis en train d'imaginer le sentiment des gens de votre métier qui arrivent sur un incendie ou sur une catastrophe. Il y a forcément une émotion et forcément des comportements qui ont été appris, mais qui vont servir dans une sorte d'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'improvisation en se basant sur ce qu'on a appris. J'utilise la même technique avec mes acteurs. C'est-à-dire que je ne les fais pas trop répéter, je leur explique le plus longuement possible qui ils sont à ce moment-là, de quoi ils ont envie, etc. Mais j'adore leur dire, voilà le décor, et puis toi tu vas être assis là, toi tu vas là, tu vas après te rapprocher, voilà, et les laisser, et tourner la première prise, parce que il y a l'instinct, si vous voulez. Et donc, capter, mettre à l'écran ces réactions instinctives que vous avez forcément, vous, dans votre métier, parce que vous êtes obligé de travailler sur le savoir, la compétence et l'instinct. Et avec les acteurs, c'est la même chose. C'est pour ça que je suis très... quand j'allume mon feu, moi, je veux aussi surprendre. Vous voyez, d'un seul coup, vous savez, si vous faites la mise en place en disant là, il y aura un feu, bon, très bien le faire, mais si vous mettez vos acteurs, vous dites fais attention, ça va brûler, et on va tourner. Mais je dis quoi? Ce que tu as lu dans le scénario. Ah oui, d'accord, moteur, le feu. Ouais, une surprise. Ah oui, et là, d'un seul coup, c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le côté qui est le même que chez tous les humains, c'est-à-dire que le feu, ça brûle et que du coup il y a une urgence qui s'installe. Vous voyez, donc on parlait d'improvisation tout à l'heure, il faut laisser une part importante, une fois que tout est bien préparé, il faut laisser la surprise. Et que sinon, ça ressemble à de la mécanique. Vous, ça ressemblerait à un entraînement à Villeneuve-Saint-Georges, et non pas à la réalité d'un feu où vous arrivez en disant aïe, 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 et qui vous génère une émotion, et une énergie, et une adrénaline. Donc là-dessus, on est dans la même tension. Oui, alors vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Là, ce que je voulais exprimer, en fait, c'est que, et sur ça je reviens sur cette notion de temporalité, en fait, vous avez tout à fait raison, lorsqu'on est confronté à des situations pareilles, bien évidemment, tout le monde ressent quelque chose. Tout le monde se repositionne par rapport à l'événement et va, dans un premier temps, oui, il n'y a pas de mécanique à ce point, et il y a cette part d'instinct qui est très importante, comme vous dites, notre action elle est basée sur une part de connaissance, d'entraînement et d'instinct.
Et donc, on sait que ça peut faire ça, on s'est entraîné à faire ça, mais au dernier moment, il y a quand même notre perception, comment on va s'engager par rapport à ça et comment on va le faire. Mais c'est vrai que souvent, on ne prend pas le temps de se reposer là-dessus, parce qu'on est face à une réalité immédiate qui avance, et comme ça, c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de rejeu. On ne pourra pas le rejouer. Ah oui, donc c'est pour ça que finalement, on efface tout ça. Vous êtes dans la première prise. Voilà, on est vraiment dans la dernière prise. On est dans la première, dans celle qui va construire ensuite votre narratif. Mais nous, on est dans cette prise. Et cette première prise, ben, vous la subissez. Donc vous avancez, mais bien évidemment. Et ça a été après tous les échanges qu'on a pu avoir alors, hors caméra, mais de dire, mais qu'est-ce qu'on a ressenti face à Notre-Dame qui brûlait, face à cette population, enfin ces gens qui regardaient ça, et finalement cette pression aussi, que ça soit médiatique, politique, mais aussi tout simplement humaine, parce que pendant ce feu et avec les équipes qui étaient avec les nôtres, on n'a jamais fait attention à ceux qui étaient autour. Et c'est après, quand on a regardé le lendemain les extraits qu'on voyait passer à la télévision, on voyait toute cette foule amassée, on s'est dit, mais c'est pas possible. En fait, on a joué une pièce grandeur nature devant un public. Vous avez fait un complet. Hein. Et là, un complet, et sans s'en rendre compte. Parce que, je veux dire, si on se met en plus cette pression, on peut dire, oh là là, ils sont en train de regarder, ils chronomètrent, ils ceci ou cela. Donc c'est ça, en fait, que je voulais vous dire, mais vous avez tout à fait raison. Bien évidemment, face à toutes ces situations qui mettent en danger ou en péril la vie de personnes, ou mettent en péril aussi des monuments pareils ou des bâtiments historiques et autres, on n'est pas insensible, bien évidemment. Mais je vais dire que cette temporalité, cette confrontation immédiate et brusque à l'événement nous fait éteindre un petit peu toute cette façon de faire, et on est un peu moins naturel qu'on le serait si on était kidam moyen en train d'observer et de découvrir une situation. Et vous savez, pendant que vous parlez, je me dis, c'est pas étonnant qu'une grande partie des enfants rêvent soit d'être pompiers, soit d'être acteurs. Parce que c'est une façon de vivre l'exceptionnel. Oui. Avec des risques qui vont avec. Mais la prise de risque, c'est pour ça que les gens font des sports de l'extrême. C'est qu'il y a ce besoin. Après tout, nous sommes tous descendants de chasseurs qui devaient trouver une proie pour survivre et qui étaient souvent victimes de leur propre proie. Donc, si vous voulez, on a ça en nous. On a cette espèce d'énergie du guetteur néolithique planqué avec son arc derrière les arbres. Oui. Et en attendant ce moment magique, en ayant le cœur qui bat, et dans votre métier, il y a ça, que ce soit un incident sur la route, il y a toujours ce moment où vous savez qu'un geste qui n'est pas le bon va coûter la vie de quelqu'un. Il y a donc beaucoup d'émotions. Je reviens encore à ce mot-là. Je comprends que vous-même, toute la journée, vous êtes confronté à l'invraisemblable, parfois à l'inéluctable. Mais souvent, par votre compétence, à la réussite. Donc, si vous voulez, c'est très excitant de se dire je ne vais pas être toute la vie à faire le même boulot, parce que chaque jour, c'est une expérience différente à laquelle vous êtes confronté. Vous avez raison, parce que, en vous entendant, je pense à un de mes anciens chefs et très, très bon camarade, ami, qui disait toujours on agit dans l'exceptionnel des autres. Et c'est exactement ce que vous avez dit. Oui. On est, à chaque fois qu'on va sortir, on va agir dans l'exceptionnel d'une famille qui est confrontée à l'indicible, à un sinistre qui se développe et qui donc touche toute une partie de notre commune, de notre ville. Voilà. Et donc finalement, on sort toujours pour un exceptionnel. C'est une chose très intéressante que vous dites là, que je ressens tout à fait. Et effectivement, si vous voulez, si j'en reviens égoïstement à moi-même, c'est vrai que moi aussi j'aime l'exceptionnel. J'aime être confronté à des choses que je crains au départ de ne pas totalement maîtriser, parce que sinon je m'endors dans un métier de ronron. Vous voyez, bon, j'avais déjà fait des films avec du feu, j'ai fait brûler un monastère aussi. Mais voilà, c'est d'un autre niveau. Mais effectivement, c'est vrai que c'est excitant de faire des choses. Mais ce qui me plaît, ce que vous dites là, c'est vrai que dans une vie, il vous arrive quoi, un accident, et vous êtes là. Et c'est ce qui va marquer la vie de cette famille, c'est cet accident. Et je n'avais jamais réfléchi à ça, que vous êtes toute la journée au cœur de moments qui seront les moments
décisif de la vie des familles et dont on se souviendra toujours. Et donc, voilà, je comprends mieux en quoi nous nous ressemblons. Je crois, monsieur Hannot, que vous avez bien résumé la situation. Et je crois aussi que grâce à votre film, tous les téléspectateurs qui iront le voir vivront un petit peu de l'exceptionnel de ce que les pompiers de Paris ont vécu durant cette nuit du 15 avril. Et vous voyez, moi, c'est aussi ça, ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a proposé, je me suis dit, bon, il y a tellement de gens qui vont travailler sur cet incendie inouï, mais d'un seul coup, je me suis mis dans la peau de ces 4 jeunes gens, ou 6 jeunes gens qui sont montés les premiers. D'un seul coup, j'ai vu les choses de l'intérieur, j'ai trouvé ça affolant et palpitant, et je me suis dit, mais on ne m'a jamais vraiment parlé de ça. Et donc j'ai découvert un peu votre métier en m'identifiant beaucoup, et c'est beaucoup ça qui m'a incité. Comme je disais avant, la générosité de chacun à tous les échelons. Et je vous ai souvent dit, colonel, que j'ai rencontré beaucoup de gens chez vous. Il n'y en a pas un qui m'a déçu. Pas un. Du haut en bas, du bas. Incroyable. Mais c'est complètement rassurant. Merci beaucoup, monsieur Hannot. Merci, mon général, pour la qualité de ces échanges. Oui, oui. Et puis, on a hâte. Écoutez, oui, on a hâte, bien sûr. Oui. Oui, tranquillement. On va continuer ce chemin. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, je me suis retenu et j'ai dit, je le verrai qu'une fois le jour J. Voilà, je vous le dis franchement. Mais c'est bien. Voilà, Ouais, parce faut que savoir attendre. je sais que vous nous avez offert l'opportunité, pour certains d'entre nous, de l'avoir vu, et de ce que j'ai pu entendre très clairement, c'est prometteur. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce que quand le film n'est toujours pas sorti, on va rester sur ces termes-là, prometteur. Mais voilà, moi j'aurais vraiment beaucoup de plaisir, je pense, comme beaucoup d'entre nous, à le découvrir à l'instant, au bon instant, au bon moment. C'est très raisonnable d'attendre. Les gens, des fois, quand ils vont dans des restaurants étoilés, ils veulent aller en cuisine pour goûter la sauce, mais elle n'est pas prête. Voilà. Complètement. Donc il ne faut pas goûter un truc qui n'est pas prêt. Il faut attendre que tout soit composé, présenté au bon moment, sur une jolie nappe avec des fleurs. Bon. Donc là, maintenant, c'est prêt. Persuadé que le menu sera d'excellence. Non, super, impeccable. Merci, monsieur Hannot. Merci, mon général.